Hé, Jamy, t'as vu les nuages? Oh, mais t'inquiète pas, les nuages, c'est très utile, c'est même vital, c'est plein d'eau. Tiens, à ce propos, tu connais le cycle de l'eau? Non. Ah ben viens, on va en profiter. On a tout ce qu'il faut à nos pieds. Voilà, pose ton vélo. Mets la béquille. Voilà, et approche. Tu vois, sous l'effet de la chaleur du soleil, l'eau des lacs, des rivières, des océans s'évapore. En montant dans l'atmosphère, la vapeur d'eau rencontre des températures plus froides. Et bien, sous l'effet de cette fraîcheur, la vapeur d'eau va se transformer en petites gouttelettes qui vont former des nuages pleins d'eau. Et cette eau va finir par retomber au sol sous forme de bruine, de pluie, de neige ou même de grêle. Et après, Jamy, qu'est-ce qui se passe? Après, eh bien, une partie de l'eau qui est tombée ruisselle et rejoint les lacs, les rivières et les océans. Une autre partie est consommée par les plantes. Eh oui, les arbres puisent de l'eau avec leurs racines. Enfin, une grande partie, un quart de l'eau qui tombe, s'infiltre dans le sol et va remplir les nappes souterraines. Ensuite, ce n'est pas fini, car une partie de l'eau qui a rejoint les lacs, les rivières et les océans s'évapore à nouveau. Même chose pour l'eau qui a été consommée par les arbres, car les végétaux transpirent. Et bien toute cette vapeur remonte dans l'atmosphère et forme à nouveau des nuages. C'est clair? Oui. Eh ben, toutes ces explications, moi, ça m'a donné soif, pas toi? Si, un peu. Bon ben suis-moi, je crois qu'on a tout ce qu'il faut sur les vélos. Ça fait du bien, hein? Et Jamy, ruissellement, évaporation et tout ça, c'est quand même pas l'eau qu'on boit. Comment ça? Et avec quoi crois-tu que j'ai rempli ma gourde? D'ailleurs, au passage, c'est très écologique, une gourde. Beaucoup plus qu'une bouteille ou une canette qu'on boit et puis qu'on jette. Enfin, tout ça, comme tu dis, c'est ce qu'on appelle la ressource en eau. Et même si ça tombe du ciel, eh bien, c'est probablement le bien le plus précieux de la Terre. Seulement, avant d'arriver au robinet, eh bien, cette eau a fait un incroyable voyage que beaucoup de gens ignorent d'ailleurs, mais que je te propose de découvrir. Et tu vas voir qu'elle en fait du chemin, l'eau. Bah oui, dans le ciel. Mais non, sous terre et dans les rivières. Allez, prends ton vélo, je t'emmène là-haut pour découvrir le lac et t'expliquer. Allez, c'est parti. Tu me suis, hein? Allez, Sophie. Attends-moi, hein. Ah ben on arrive. Regarde, c'est juste là. Ah, C'est beau, hein? ouais. Ah, drôlement haut. Alors tu vois, Sophie, toute cette eau, ça fait justement partie de la fameuse ressource en eau. En fait, ici en Wallonie, plus des 3/4 de la ressource en eau proviennent des réserves d'eau souterraines. Le reste est fourni par ce qu'on appelle des eaux de surface, c'est-à-dire des cours d'eau ou des barrages, comme celui-ci. Tiens, je vais te montrer. Une nappe souterraine, ce n'est pas un lac souterrain. Disons plutôt que ça ressemble à une grosse éponge. Une éponge? Creusons un peu le sujet, si j'ose dire. Une partie de l'eau qui tombe s'infiltre dans le sol et descend parfois très profondément. Au passage, cette eau est filtrée par la roche. Avec la pression du sol, elle finit par se glisser dans les petites fissures de la roche et la roche se gorge d'eau, comme une éponge. Alors en fait, on trouve différents types de nappes. Elles peuvent être libres ou captives. Une nappe est libre si elle est surmontée d'un sol que l'eau peut traverser. Attention, ce type de nappe est plus vulnérable à la pollution car les polluants peuvent l'atteindre directement. En revanche, on parlera de nappe captive quand elle est surmontée par une couche de sol imperméable, comme de l'argile par exemple. Son alimentation se fait alors par ruissellement souterrain à partir de zones d'infiltration éloignées. Mais comment elle arrive chez nous, toute cette eau? Doucement, avant d'arriver chez nous, il faut d'abord aller la chercher dans la nature, puis la rendre potable et ensuite l'amener jusqu'au réservoir et au château d'eau. Première étape donc, aller la chercher dans la nature. Ici en Wallonie, on l'a dit, on va essentiellement la chercher dans les nappes souterraines. C'est ce qu'on appelle capter l'eau. Tu as déjà entendu ce mot-là. Et les endroits où s'effectue cette opération s'appellent des puits de captage. Alors évidemment, l'eau est un bien tellement précieux que les puits de captage sont très bien protégés pour nous éviter de boire de l'eau polluée.
Pour accéder à la nappe phréatique, il est d'abord procédé à un forage. On installe ensuite le système de pompage qui va capter l'eau et l'amener si nécessaire à la station de traitement. Comme Jamy te l'a dit, l'eau arrive dans la nappe phréatique par infiltration. Mais si l'eau peut s'infiltrer jusque-là, il existe un risque que des éléments polluants puissent aussi y arriver. Par exemple, si suite à un accident, du carburant se répand sur le sol, il risque de s'infiltrer et de pénétrer jusqu'aux nappes phréatiques. C'est pourquoi les captages sont entourés de zones de prévention. Une zone de prévention, c'est un espace de protection autour du captage dans lequel on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a 4 types de zones. Ces zones ont une taille minimum, mais pas de taille fixe. En effet, on définit ces zones en fonction du temps que l'eau met pour arriver jusqu'au captage. Donc, plus on est proche du captage, moins on peut faire ce qu'on veut. Par exemple, dans la zone où il faut moins de 24 heures pour que l'eau, et donc aussi un polluant éventuel, arrive au captage, il est interdit d'installer des terrains de camping, un circuit de voiture ou même des abreuvoirs. C'est qu'on ne rigole pas avec la qualité de l'eau. Alors après avoir capté l'eau, il faut contrôler sa qualité et ensuite l'acheminer à un point élevé pour la stocker. C'est le château d'eau. Ah oui, comme celui là-bas. Exactement. On y monte? Ok. Allez, passe devant, je te suis. Mais pas trop vite, Sophie. Oh, pas trop vite. Pour pouvoir être consommée, l'eau doit être traitée, c'est-à-dire qu'elle doit être rendue potable. On l'a vu, 80% de l'eau que nous consommons provient des nappes souterraines. Ces eaux-là n'ont pratiquement pas besoin de traitement pour être potables. Tout au plus, elles sont soumises à une aération et parfois à un traitement par rayons ultraviolets. Et oui, ce sont des rayons qui tuent les bactéries présentes dans l'eau. Enfin, on rajoute un tout petit peu de chlore en très petite quantité pour garantir une bonne qualité bactériologique de l'eau jusqu'au robinet. En revanche, les eaux de surface sont les plus exposées à la pollution et nécessitent donc un traitement plus élaboré. C'est pourquoi il existe des stations de traitement différentes avec d'autres étapes comme la préozonation, la flocculation, la décantation, la filtration, voire la nanofiltration et encore bien d'autres étapes en fonction des éléments infiltrés. De plus, depuis le captage, l'eau de distribution fait l'objet de multiples contrôles. C'est même le produit alimentaire le plus contrôlé en région wallonne. Pour être sûr que l'eau est toujours parfaitement potable, des milliers d'analyses sont réalisées dans des laboratoires. Par exemple, on y détecte la présence et la quantité des éventuels polluants comme les pesticides ou les engrais. Une fois que l'eau est potable, on va la transporter depuis les stations de traitement vers les réservoirs et les châteaux d'eau. Cela se fait via de gros tuyaux que l'on appelle conduites d'adduction ou même par des aqueducs. Dans le château d'eau, un gros tuyau mène l'eau au sommet de la tour dans une grande cuve. Un autre tuyau permet à l'eau de redescendre, comme pour l'évacuation de l'eau d'une baignoire. Enfin, un dernier tuyau permet d'évacuer l'eau en cas de débordement. Comme une baignoire, le château d'eau se remplit et se vide. Mais contrairement à la baignoire, on ne le vide complètement que lorsqu'on veut nettoyer la cuve. La réserve d'eau permet de faire face à une consommation moyenne du réseau d'une demi-journée en général, soit le temps nécessaire à une éventuelle réparation sans que les consommateurs viennent à manquer d'eau chez eux. Château d'eau ou réservoir? Bonne question. En fait, ces deux ouvrages ont la même fonction. La seule différence, c'est que le réservoir est construit sur un terrain situé à une altitude suffisante pour garantir une pression correcte dans sa zone d'alimentation, tandis que le château d'eau est construit lorsque l'altitude du terrain est insuffisante pour permettre une pression convenable dans la zone de distribution. En fait, un château d'eau, c'est un réservoir, mais perché. En effet, le principe de fonctionnement du château d'eau est calqué sur celui des vases communicants. Sur Terre, l'eau peut descendre sous l'influence de son propre poids. Elle peut aussi se maintenir à la même hauteur que celle qui lui est donnée à l'origine, comme par exemple dans ce tuyau.
Par contre, elle ne peut pas monter plus haut que son niveau initial sans un petit coup de main. Cette aide, c'est le système de pompage qui va la lui fournir. Ouf. Ah ben je suis pas mécontent d'être arrivé, hein. Oh là là, Sophie. Je suis crevé. Ah bon, t'as crevé? Mais non, je veux dire, je suis fatigué. Ah, t'as un coup de pompe. Ah, très drôle, tiens. Donne-moi ça, justement. Tu vois, la distribution d'eau, eh bien, c'est un petit peu comme cette pompe qui amène de l'air dans la chambre à air. On amène de l'eau grâce à tout un réseau de canalisation et de tuyauterie de différents diamètres, de plus en plus petits, jusque chez l'utilisateur. C'est un petit peu comme, les branches d'un arbre qui transportent la sève. Tu me suis? Pas trop. Non, ouais. Continue à pomper et moi, j'explique. Lorsque tu ouvres le robinet, l'eau en sort avec un certain débit. Le débit, c'est la quantité d'eau qui sort du robinet par unité de temps. En général, on compte en secondes. Donc, plus le débit est élevé, plus vite tu rempliras ton verre d'eau. Mais pour ça, il faut de la pression, c'est-à-dire qu'il faut pousser l'eau dans les kilomètres de tuyaux qu'elle va parcourir. Et là, le principe des vases communicants n'est pas toujours suffisant pour les habitations éloignées ou lorsque le réservoir n'est pas assez élevé. Si c'est le cas, eh bien on utilise des pompes qui vont envoyer l'eau dans les tuyaux avec suffisamment de pression pour qu'elle arrive à ton robinet au bon débit. Exactement comme l'air que tu envoies dans la chambre à air. Ça doit être fatigant d'être une pompe. Oh oui, d'autant que cette pompe doit assurer un débit minimum de 300 litres par heure et par maison. Et parfois bien plus. Tu imagines la quantité d'eau qui peut couler du robinet? C'est pour ça qu'il faut faire très attention à bien fermer le robinet quand tu as fini d'utiliser l'eau. Mais à quoi elle sert toute cette eau? Eh bien, d'abord, on la boit. Il faut savoir que le corps humain est constitué aux 2/3 d'eau. Chaque jour, on élimine 2,5 litres de ce précieux liquide. En respirant, en transpirant, en éliminant les déchets, si tu vois ce que je veux dire. Voilà pourquoi, tous les jours, il faut boire 1,5 litre d'eau. Le reste de l'eau se trouve dans les aliments, dans la viande, dans les légumes, dans les fruits. Tous ces aliments contiennent de l'eau. Et puis, il y a tout le reste de l'eau qu'on consomme. Tiens, sur la facture, ça se compte en mètres cubes. Et 1 mètre cube, c'est 1000 litres d'eau. Toute cette eau, eh bien, elle sert à se brosser les dents, à se laver, à faire le ménage, à faire la vaisselle, etc., etc. Alors en moyenne, la consommation d'eau à la maison en Wallonie est de 100 litres par jour et par habitant. C'est l'une des consommations les plus faibles d'Europe. Cela dit, il y a des consommations d'eau auxquelles on ne pense pas. Tenez, il faut par exemple de l'eau pour fabriquer du papier ou des vêtements. Il en faut aussi pour produire de la viande, du sucre, de la bière, des biscuits, bref, pour produire tous nos aliments. D'ailleurs, l'agriculture est une grande consommatrice d'eau. Il en faut pour le bétail, mais aussi pour les cultures, pour les céréales notamment. Et puis il faut aussi de l'eau pour fabriquer des médicaments. C'est l'une des raisons pour lesquelles cette eau doit être d'excellente qualité. Alors ici, en Wallonie, on a de la chance. Il y en a en grande quantité. Cela dit, ce n'est pas une raison pour la gaspiller. On peut par exemple fermer le robinet quand on se brosse les dents, prendre une douche plutôt qu'un bain, installer une chasse d'eau économique. Vous savez, celle avec 2 boutons. Pas vrai, Sophie? Bon c'est pas le tout. Maintenant que tu as fini de pomper, eh ben nous, on va y aller. Allez, c'est parti. On enfourche sa bicyclette, remonte ton bonnet et on y va. Allez, demi-tour et en avant. C'est par là. Dis Jamy, toute l'eau qu'on utilise pour laver la maison, la voiture, elle est plus bonne, mais on la rejette quand même dans la nature. Effectivement, elle n'est plus bonne après avoir été utilisée. L'eau contient pas mal de déchets. C'est pour cette raison qu'on parle d'eau usée. Mais je te rassure, on ne va pas la rejeter comme ça, directement dans la nature, sinon ça polluerait. En fait, tout un dispositif a été mis en place pour collecter les eaux usées et les nettoyer. Débarrasser l'eau de tous ces déchets. C'est ce qu'on appelle l'assainissement. Et toutes ces opérations se déroulent dans une station d'épuration. Ça te dirait d'en visiter une? Ah oui. Eh bien écoute, ça tombe très bien parce qu'il y en a une tout près. Allez, c'est parti. Là, c'est tout droit.
Et voilà. On est arrivé, Sophie. On descend de vélo. Et on avance par là. Viens voir. Hop. À la sortie de l'habitation, les eaux usées se déversent dans l'égout qui va les transporter jusqu'au collecteur. Le collecteur, c'est aussi une canalisation souterraine, mais qui va, comme son nom l'indique, rassembler ou collecter les eaux usées des égouts pour les amener à la station d'épuration collective. Attention, une station d'épuration, c'est fait pour épurer les eaux sales, pas les eaux propres. Une fois dans la station d'épuration, les eaux usées vont passer par différentes étapes. En tout, cela va durer environ 24 heures. Tout d'abord, les eaux arrivent à la station à des profondeurs qui peuvent aller jusqu'à 5 mètres, voire plus. Elles doivent donc être remontées jusqu'à la station d'épuration, c'est ce qu'on appelle le relevage. Pour cela, on peut se servir d'une vis d'Archimède. En tournant sur elle-même, elle entraîne l'eau vers le haut à l'aide de son hélice. Une autre solution est d'utiliser une pompe. La première étape dans la station elle-même est le dégrillage. L'eau passe ici à travers une grille qui retient les déchets les plus gros, comme les branches ou les canettes, qui pourraient endommager les autres mécanismes de la station. Ensuite, on retire des eaux usées des éléments plus petits en laissant reposer l'eau. Le sable ou les graviers, plus lourds que l'eau, tombent alors dans le fond et on les récolte. C'est le dessablage. Dans le même temps, les graisses et les huiles, plus légères que l'eau, flottent. Une fois à la surface, il n'y a plus qu'à les racler doucement pour les récupérer. C'est le déhuilage. Le dégrillage, le dessablage et le déhuilage, on appelle ça le pré-traitement. Il reste maintenant à enlever des eaux usées la pollution dissoute, c'est-à-dire mélangée à l'eau. Cette pollution-là, on ne peut pas la voir, elle est microscopique. Ce sont alors de minuscules êtres vivants, les bactéries, qui vont s'en charger comme dans la nature. La différence ici, c'est qu'il y en a plus. Et comme ces bactéries ont besoin d'oxygène pour vivre, on injecte de l'air dans les eaux usées. On appelle cette étape le traitement biologique et le bassin d'aération. Les bactéries ayant absorbé la pollution qu'il y avait dans l'eau, il reste donc de l'eau épurée et des bactéries qu'il ne faudrait surtout pas rejeter dans le cours d'eau. Comme elles ont beaucoup à manger, les bactéries se multiplient jusqu'à former des groupes tellement gros qu'on peut les voir à l'œil nu. Ces groupes de bactéries, on les appelle des flocs. Un peu comme le sable au début, les flocs sont plus lourds que l'eau et coulent dans l'eau au repos. C'est la décantation. Comme pour le sable, on récolte alors les boues. L'eau ainsi obtenue par clarification est propre sans être potable et peut enfin retourner à la nature. C'est le rejet. Et tout ça sans abîmer la nature, grâce à des équipes qui surveillent que tout se passe bien 24 heures sur 24. Ce beau soleil, c'est super. Ah, c'est génial les stations d'épuration. En plus, on est tous reliés. Ah, pas tout à fait encore, mais bon, on a quand même fait beaucoup de progrès depuis quelques années. Depuis qu'on a créé une société qui s'occupe de tout ça. Cette société, elle est chargée de déterminer les endroits où il faut absolument construire des stations d'épuration. Et puis, elle définit aussi les règles à respecter et elle s'occupe de gérer l'argent pour réaliser tout ça. Ça doit coûter cher. Et oui, comme tu dis, ça coûte très cher. C'est la raison pour laquelle, eh bien, on ne peut pas construire de grandes stations d'épuration et amener les égouts là où il y a presque personne, comme ici, à notre chalet. Ah oui, je comprends. Et tu comprends aussi pourquoi, à côté des zones d'épuration collective, c'est-à-dire là où l'habitat est suffisamment dense pour qu'il y ait des égouts et des stations d'épuration collective, eh bien, il y a ce que l'on appelle des zones d'épuration autonomes, comme ici. Au chalet, concrètement, ces maisons doivent être équipées d'une station d'épuration individuelle, comme celle qu'il y a sous nos pieds. Par conséquent, comme tu le disais il y a quelques instants, eh bien, d'ici peu de temps, toutes les habitations seront raccordées à une station d'épuration, qu'elle soit collective ou individuelle. Alors on peut jeter n'importe quoi dans l'eau qu'on utilise et dans les égouts? Oh là, surtout pas, car certains produits ne sont pas retenus par les stations d'épuration. Ou alors, ils détériorent, ils abîment les infrastructures. Du coup, les stations ne peuvent plus protéger la nature convenablement.
Attention, les éviers et les toilettes ne sont pas des poubelles. On n'y jette pas n'importe quoi. Tenez, on n'y jette ni les huiles ni les graisses de friture. Il faut les mettre dans des récipients étanches et les apporter au parc à conteneurs. Ça pollue moins et ça évite de boucher les canalisations et les raccordements aux égouts. On ne jette pas non plus les liquides dangereux, comme les fonds de peinture, le white spirit, les solvants, les herbicides. Tous ces produits n'ont rien à faire dans l'évier, les toilettes ou les égouts. Même chose, on les place dans des récipients étanches, direction le parc à conteneurs. Et puis tiens, un petit conseil. Il vaut mieux utiliser des détergents sans phosphate. Ils sont plus respectueux de l'environnement. En effet, les phosphates favorisent la prolifération d'algues, ce qui asphyxie la vie aquatique. Enfin, l'eau de javel ou les produits javelisés, c'est que pour désinfecter, pas pour nettoyer tous les jours. Bon alors, ça va Sophie? Oui. Aujourd'hui, j'ai appris que l'eau, elle était précieuse. Il faut pas la gaspiller. Ah, t'as raison, faut pas la gaspiller parce que l'eau, c'est un bien naturel. C'est pour ça qu'elle est précieuse. Et puis, tu as vu, toute cette eau, eh bien, il faut l'amener depuis le captage jusqu'au robinet et faire en sorte que sa qualité soit irréprochable. Et puis, toutes ces infrastructures pour traiter les eaux usées, sans compter que ça mobilise pas mal de monde. Tiens, juste pour te donner une idée, en Wallonie, le secteur de l'eau emploie 3500 personnes. C'est la raison pour laquelle, eh bien, l'eau aujourd'hui, c'est pas gratuit. Oui, c'est ce qu'on appelle le coût vérité. Et tu veux toujours avoir le dernier mot, toi? Oui, à tout prix. À tout prix. On va avoir de l'eau, hein? Si.